Bonjour tout le monde! Bon mardi soir, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez des belles températures et du soleil que nous avons depuis les derniers jours. Petit live ce soir, on va toucher à plusieurs sujets qui me passionnent un petit peu, qui viennent chercher des fois mon côté peut-être plus critique envers certaines choses qu'on peut entendre très souvent ou lire aussi très souvent au niveau de l'entraînement, la nutrition et le sport. Je vous mets un petit peu en contexte de comment m'est venue l'idée de vous parler de ça ce soir. Il y a un nouveau centre, je ne sais même pas si c'est un gym ou un centre de conditionnement physique ou comment il s'appelle en général, qui va ouvrir près de chez moi. Puis je ne vais pas nommer leur nom parce que je leur souhaite vraiment tout le succès qu'ils méritent. Mais derrière leur marketing, la façon en fait qui annoncent leur marketing et qu'est-ce que ça va donner de bon et tout ça, c'est qu'ils mettent de l'avant l'effet EPOC, donc EPOC, qui est une abréviation qui veut dire Excessive Post-Exercise Oxygen Consumption. Et ça, littéralement, ce que ça veut dire, c'est que quand tu finis ton entraînement, eh bien, tu continues à brûler des gras, à brûler des calories après ton entraînement. Fait qu'eux, ils mettent de l'avant que leur nouveau, quote-unquote, concept qu'ils vont offrir dans leur tout nouveau studio qui ouvre très bientôt, c'est que après avoir fini ton entraînement avec eux, il y a des entraînements de groupe avec du rameur, des exercices et tout ça, c'est bien intense. Mais en plus, tu vas bénéficier de l'effet EPOC après ton entraînement, fait que tu vas continuer à brûler du gras puis à brûler des graisses et des calories après ton entraînement. Donc, ils utilisent ça comme message pour passer dans leur marketing. Et le pire, c'est que ça marche. Évidemment que ça marche parce que c'est accrocheur. Les gens, ils voient ça, ils sont comme « Oh my God, je vais m'entraîner, puis en plus, après, je vais continuer à brûler des calories, brûler des graisses. C'est merveilleux, c'est un miracle, c'est génial. » Et comme je vous disais, ça fonctionne au niveau du marketing, ça pogne, c'est accrocheur. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont rien inventé, c'est pas une innovation. La vérité, c'est qu'à chaque fois que tu t'entraînes, que tu fais des exercices qui sollicitent des grosses masses musculaires, que ton entraînement est quand même assez intense, que tu fais des intervalles de la musculation, c'est sûr que même après avoir fini ton entraînement, tu vas continuer à brûler des calories et tu vas continuer à brûler des gras et tu vas continuer à brûler les gras, brûler les calories après. Fait que c'est pas parce que tu fais absolument une telle activité spécifique ou un tel cours de groupe spécifique que là, seulement là, tu vas continuer à brûler tes gras, tes calories après. C'est vraiment n'importe quel genre d'exercice que tu fais d'entraînement qui est un minimum intense pour toi puis qui sollicite un minimum de masse musculaire. Tu vas continuer à brûler des calories puis à brûler des gras après. Par le boost du métabolisme, par la reconstruction des muscles, par le remplissage de tes réserves de glycogène qui se sont vidées. Fait que tous ces mécanismes-là, peu importe comment tu t'entraînes, ça se produit. L'effet EPOC se produit. Fait que bref, tout ça pour dire que quand j'ai vu ça, en fait, qu'eux utilisaient ça sur le marketing, puis là, je voyais les commentaires des gens. « Oh my God, c'est fou, là! Cette tel type d'entraînement-là va amener le fait qu'on brûle des gras après. » Je trouvais ça ironique, un petit peu drôle peut-être, mais aussi un peu triste. Puis je me suis vraiment rendu compte que il y a beaucoup de croyances au niveau de l'entraînement, au niveau du sport, au niveau de la nutrition qui sont vraiment ancrées dans la tête des gens. Puis des fois, on est un petit peu confus, on sait pas trop qui croire, qui pas croire. Une journée, quelqu'un dit de faire quelque chose, l'autre journée, quelqu'un dit de faire autre chose. Fait qu'on est un peu mêlés, on est un peu confus. Puis bref, ce que je voulais faire, c'est prendre le temps de vous partager quelques mythes, quelques croyances populaires que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux, que j'entends souvent mes clients me poser comme question ou des gens qui sont un peu curieux, qui veulent savoir si c'est un mythe, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et il y en a. Donc, je vais faire une première partie ce soir. Je vais vous en présenter 5-6. Je vais continuer comme ça la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, j'en ferai d'autres. Mais bref, des phrases que j'entends souvent puis que je suis tannée d'entendre. Pas parce que je me dis, non, tu devrais savoir. Là. Non, les gens, ils savent juste pas. En fait. Fait que c'est pas de leur faute, entre guillemets, de croire que l'effet EPOC, c'est vraiment génial puis ça va être juste pour tel type d'entraînement. C'est qu'ils savent pas. Et à cause de tous les réseaux sociaux, de les internets, les espèces d'études de boîtes qui sortent, qui sont apparemment selon la science, tu sais, mais finalement, la science, c'est la compagnie qui fait le produit, qui le finance, tu sais, bref.
Parce qu'il y a tellement d'informations maintenant sur Internet et les réseaux sociaux. Il y a tellement de gens qui s'improvisent entraîneurs. Il y a tellement de gens qui, parce qu'ils s'entraînent un peu ou qui mangent bien, ben ils s'improvisent coach en nutrition ou coach en entraînement ou quoi que ce soit, que c'est vraiment dur de pas se mêler et de savoir qui écouter et qui ne pas écouter aussi. Fait que c'est un petit peu de là qui est venu un petit peu la circonstance de comment j'allais faire mon live ce soir. Si jamais, pendant que je parle, il y a d'autres questions que vous voulez savoir de ce que j'en pense, si c'est un mythe ou quoi que ce soit, envoyez-moi un message, laissez-moi un petit commentaire ou après, même, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Comme je vous dis, je vais faire une partie 1 ce soir parce que en écrivant les phrases que j'entendais souvent, je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup. Puis je vais pas vous garder ici pendant 3 heures. Donc, je ferai une partie 1 ce soir. Après ça, on en fera un autre la semaine prochaine. Fait qu'entre-temps, s'il y a d'autres mythes ou croyances que peut-être vous croyez, finalement, vous êtes plus sûr si c'est vrai ou que vous entendez souvent et vous savez pas si c'est vrai ou non, eh bien, vous pouvez toujours m'envoyer un message puis je pourrai en parler plus précisément dans un prochain live. Alors, la première chose qu'on entend vraiment souvent, c'est le muscle pèse plus que le gras. Hein? Souvent que vous avez souvent fait entendre ça, ou vous avez vu ça quelque part, ben le muscle est plus lourd que du gras. Le muscle est plus lourd que du gras. En fait, c'est la formulation de la phrase est totalement fausse parce que 1 kg de muscle et 1 kg de gras, ça reste que c'est 1 kg. Donc, ça pèse exactement la même chose. Fait que de dire que le muscle pèse plus que le gras, puis c'est pour ça que peut-être je prends du poids quand je commence à m'entraîner ou que je perds pas du poids sur la balance, c'est parce que le muscle pèse plus que le gras. C'est complètement faux comme formulation. Par contre, l'idée est pas mauvaise, dans le sens que la différence, c'est qu'un muscle va être vraiment plus compact, entre guillemets, donc va prendre moins de place, versus le gras va être plus adipeux, plus gros, tout ça, donc va prendre plus de place. Je vous vulgarise ça, là. Donc, oui, effectivement, quand on commence à s'entraîner en musculation, surtout si ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait ou qu'on n'en a juste jamais fait de notre vie, la prise de masse maigre, donc de muscle, entre guillemets, qu'on va prendre dès les débuts, va être un peu plus rapide que la perte de gras. Ce qui veut dire que souvent, effectivement, on commence à s'entraîner, on commence un programme de musculation et oui, le poids sur la balance va pas vraiment bouger ou même des fois, vous allez peut-être prendre une livre ou deux sur la balance ou vous allez prendre votre pourcentage de gras et vous allez voir que votre pourcentage peut-être diminue beaucoup au niveau du gras, mais que le poids change pas sur la balance. Bref, votre composition corporelle change et physiquement, vous allez peut-être le sentir aussi. Vous êtes plus loose dans vos pantalons, vous êtes peut-être plus serré dans votre chemise si vous essayez d'aller gagner de la masse au niveau des épaules et des bras. Donc ça, oui, l'idée est bonne de dire que bon, le muscle, c'est différent au niveau du gras, puis tu peux transformer ton gras. En fait, non, tu ne transformes pas ton gras en muscle, tu perds du gras et tu gagnes du muscle aussi, là. Puisque quelqu'un peut avoir énormément de muscles, mais aussi énormément de gras, hein. Donc, c'est juste de faire attention à la façon qu'on dit ça. Donc, comme je disais, un livre de muscle, une livre de gras, ça pèse exactement la même chose. Le muscle n'est pas plus lourd que le gras en tant que tel. C'est juste qu'il est plus tonifié, prend moins de place, en fait. Donc, physiquement, ça paraît. Et oui, ça fait en sorte que le chiffre sur la balance, de toute façon, on s'en fout, le chiffre sur la balance, comme je vous avais expliqué dans un ancien live, peut effectivement ne pas bouger au début. Fait que c'est de là que ça vient. Fait qu'il faut arrêter de dire que ça pèse plus lourd. En fait, ça pèse exactement la même chose. C'est juste la composition corporelle qui change et qui est beaucoup plus optimale. Ta masse maigre, ça augmente, ta masse grasse, ça diminue. C'est génial, là. C'est vers ça qu'il faut que tu continues de travailler. Et ça, c'est un premier petit mythe là, qu'on entend. La deuxième chose que j'entends souvent, c'est que je viens de m'entraîner, donc je peux manger ce que je veux dans l'heure après mon entraînement, puis je prendrai pas de poids. Parce que comme je viens de m'entraîner, l'heure qui suit après, ça compte pas. Hein? Des fois, on a des entraîneurs qui vont dire ça, ils vont faire des cours de groupe super intenses, ils sont comme « Ah, vous pouvez manger ce que vous voulez après. » On a tellement brûlé de calories pendant notre session que ça compte pas ce que vous mangez après. Encore une fois, c'est un mythe, hein? Surtout si on parle de perte de gras, donc si vous voulez perdre du gras, en fait, ou justement augmenter votre masse maigre, diminuer votre masse grasse, il n'y a pas rien qui compte pas. Tout ce que tu fais à ton corps dans tes 24 heures, ça compte. Puis c'est vraiment l'accumulation de tout ce que tu fais dans tes 24 heures, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qui va dicter comment tu vas te sentir puis de quoi tu vas avoir l'air. Fait que si te brûler, je sais pas moi, 300 calories dans ta séance de kickboxing d'1 heure, puis qu'après ça, parce que l'heure après, ça compte pas, tu t'en vas manger un trio McDo avec un morceau de gâteau, puis tu boostes tes calories dans ta journée au complet,
puis qu'à la fin de ta journée, tu as mangé plus de calories que tu as perdu, ben tu vas prendre du poids. Puis je veux dire, ce que tu as mangé dans ton heure après ton entraînement, ben ça va compter. Ça fait une différence sur la totalité des calories que tu as mangées. Tu comprends? Dans le fond, ça, je dis souvent, la règle mathématique de base, quand tu veux perdre du gras, tu veux voir ton chiffre diminuer sur la balance, tu veux perdre du poids, il faut que les calories que tu manges soient plus basses que les calories que tu dépenses. C'est une règle de maths super simple. Tu es obligé d'être en déficit calorique pour perdre du poids. C'est vraiment la règle de base. Là, après ça, c'est sûr que la règle de base, il y a beaucoup de chemins qu'on peut prendre, qu'on peut analyser, qu'on peut essayer, parce que si tu manges 1200 calories dans ta journée puis que tu en dépenses 2000, oui, tu vas perdre du poids, mais si ton 1200 calories, c'est des Big Mac versus ton 1200, c'est des fruits, des légumes, des protéines, des glucides complexes, du bon gras, c'est sûr que oui, peut-être que tu vas être en perte de poids parce que tu es en bas de tes calories, mais au niveau de ta santé, de tes hormones, de ton équilibre, de tes vitamines, tes minéraux, tes nutriments, tes carences alimentaires, c'est pas comparable. Donc, à garder en tête, oui, la règle mathématique, mais garde en tête que c'est beaucoup plus complexe que de juste dire, ben mange moins que ce que tu dépenses. Fait que bref, tout ça pour revenir au mythe que de ce que je mange après mon entraînement, ça compte pas. Ben oui, ça compte. Tout ce que tu fais dans ta journée va compter. Tout ce que tu fais comme activité physique, ton métabolisme au repos, comment il réagit, comment il est boosté, comment il utilise justement l'énergie pour faire les activités du genre respirer, digérer, manger, etc. Toutes les énergies que tu dépenses à faire, oui, ton entraînement, mais aussi l'épicerie, le souper, faire ton jardin, etc. Et évidemment, tout ce que tu mets dans ton corps, donc tout ce que tu bois et ce que tu manges. Donc, ça ne dérange pas vraiment c'est quand, en fait. C'est vraiment l'accumulation, comme je disais, 24 heures après 24 heures après 24 heures, qui va avoir l'effet vraiment à long terme. Ce mythe-là vient du fait qu'en général, en fait, le meilleur, guillemets, temps pour manger des aliments qui seraient peut-être très élevés, ou pas très, mais plus élevés en sucre, ça serait après ton entraînement. Pourquoi? Parce que tu as déjà tes réserves de glycogène, donc de glucides, qui ont été réduits ou souvent aussi vidés si tu avais un entraînement intense. Donc, le sucre, les glucides simples que tu vas manger tout de suite après ton entraînement, bien, ils vont pas se stocker, se transformer en gras ou juste être en surplus puis pas être utilisés. Ils vont aller se remplir les réserves de glycogène, donc ils vont être utilisés rapidement. Donc, ça permet cette récupération-là au niveau du muscle, au niveau du carburant du muscle de façon rapide. Et aussi, ton taux, c'est ça. Ton taux de sucre est déjà, comme je disais, affecté, entre guillemets, par ton entraînement. Fait que le meilleur temps pour manger du sucre, manger des aliments qui sont peut-être un peu plus riches en glucides, c'est après un entraînement. Mais de là de dire que ce que je mange après mon entraînement, ça compte pas parce que je viens de me dépenser, vous comprenez que c'est un petit peu illogique. Fait que c'est de là que ça vient le mythe, fait que c'est de faire attention. Tout ce que vous faites dans votre journée va compter premièrement. Et si vous avez envie de manger un petit treat, quelque chose de peu plus sucré, c'est sûr que moi je conseille toujours des fruits après l'entraînement. Mais si, je sais pas moi, votre mère a fait des super bons biscuits aux pépites de chocolat, ben vous pouvez en manger un après votre entraînement. C'est là qu'il va avoir le moins d'effet sur votre taux de sucre. Et le moins de chances, entre guillemets, de rester là, de ne pas s'être utilisé, puis de se transformer en triglycérides, donc en gras, et juste de stocker puis vous faire prendre du gras. Donc, ça vient de là. Prochain mythe, si vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps. Prochain mythe, les fruits font engraisser. Hein, j'ai déjà entendu ça. Moi, là, je me mets à la diète, je veux perdre du gras, je veux perdre du poids, donc j'ai arrêté de manger des fruits, là, c'est plein de sucre. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, peut-être que vous avez déjà entendu ça quelque part, peut-être que vous avez vu ça, là, la diète kétogénique, pas le droit de manger de fruits, tout ça. Je vous dirais que ce qui fait engraisser, c'est de manger plus que ce qu'on dépense. Hein? Je reviens à la règle de base. Il n'y a pas un aliment précis en tant que tel que si tu le manges, tu vas engraisser. Tu pourrais manger une barre de chocolat à tous les jours, puis être en deçà de tes calories, donc en dessous de tes calories, puis quand même garder un poids santé, tu seras pas en santé par exemple, là, mais garder un poids stable ou à la limite même perdre du poids. Fait qu'il y a pas... Faut arrêter de classer les aliments en ça va me faire maigrir, ça va me faire graisser, ou ça c'est vraiment pas bon pour la santé, ça c'est vraiment bon pour la santé, ça c'est un superfood. Tu sais, un avocat là, c'est excellent pour la santé, c'est plein de vitamines, plein de minéraux, plein de bons gras, mais je te convainc que si tu en manges 5 par jour, tu vas sûrement prendre du poids.
Des amandes, c'est excellent en collation. Tu prends ta poignée, c'est plein, encore une fois, de minéraux, tu as du bon gras, tu as un peu de protéines. Mais si tu manges un sac complet d'amandes à chaque collation, je te promets que tu vas prendre du gras. OK? Donc, de se dire, tel aliment précis fait engraisser, c'est faux. C'est faux. Encore moins les fruits. Je veux dire, les fruits, c'est plein de vitamines, c'est plein de minéraux. Il y a certains fruits que, oui, sont peut-être plus riches en sucre que d'autres. Mais on s'entend fruits, fructose, c'est pas la même chose que le sucre blanc qu'on prend à la table ou le sucre qui se trouve dans les biscuits au chocolat ou dans des pâtisseries qui a été processed, hein, qui a été changé en cours de route, qui va vraiment aller jouer avec ton insuline, donc ton taux de sucre dans ton sang. Puis, ce qui est avec le fruit aussi, qui vient des trucs naturels, est beaucoup meilleur pour la santé parce que, comme je disais, tu vas chercher des vitamines et des minéraux. Versus manger du sucre d'un biscuit, par exemple, que ce qui vient avec le sucre, ben c'est du gras trans, puis c'est des aliments que tu sais pas capable de prononcer le nom, puis c'est des trucs aussi un peu chimiques, puis une liste d'ingrédients qui t'a pu finir. Donc, encore une fois, que de dire « Ah, les fruits, ça fait engraisser, moi, je veux perdre du poids, j'arrête de manger des fruits c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ceci étant dit, ça vient de où ce mythe-là? Ça vient du fait qu'il y a des diètes ou des façons de manger qui sont beaucoup promues au niveau des réseaux sociaux, d'Internet, qui, dans le fond, tu réduis tes glucides, donc tu baisses tes sucres, tes glucides complexes, tes fibres et tout ça. Peut-être pas tes fibres parce que tu manges des légumes, là, mais tu réduis beaucoup ton sucre. Par exemple, la diète kétogénique, qui est très populaire ces temps-ci, que tu vas manger beaucoup de protéines, beaucoup de légumes et beaucoup de bons gras, recommande de pas manger beaucoup de fruits. Et que si tu manges des fruits, ben c'est des petits fruits genre des bleuets, des framboises, des fraises, parce que ça contient moins de sucre. Et par exemple, tu ne pourrais pas manger une banane, parce qu'une banane, ça contient 15 grammes de sucre. Donc, si tu veux suivre à la lettre la diète, la façon de manger kétogénique, non, dans le fond, dans ton plan alimentaire, tu n'aurais pas des fruits qui contiennent beaucoup de sucre. Mais encore une fois, ça, c'est une façon de manger qui fonctionne pour certaines personnes, qui ne fonctionne pas du tout pour d'autres personnes, qui peut amener une perte de gras assez rapide parce que, bon, tu utilises ton gras déjà au lieu d'utiliser tes glucides parce que tu manges pas de glucides, donc tu vas chercher tes réserves assez rapidement, qui est prouvé d'amener des bénéfices pour la santé. Mais en même temps, il y a des gens qui réagissent très mal à ce genre de diète-là aussi. Je dis diète, là, ce genre de façon de manger-là aussi. Donc, encore une fois, il n'y a pas une diète miracle, une façon miracle. Fait que je reviens aux fruits. Ça vient un petit peu de là, le mythe. Les fruits, ça fait engraisser parce que ça a du sucre. En fait, si tu veux perdre du gras et que tu veux faire attention à ta santé, il y a une panoplie d'autres choses que tu devrais faire attention et couper et enlever de ton alimentation ou au moins réduire en termes de fréquence et de portions que de se dire, ben, gars, là, je veux maigrir, fait que je mange plus de bananes pour déjeuner, puis je mange plus là, mes fraises du Québec là, au mois de juillet. Okay? Il y a plein d'autres choses que je suis certaine que si tu regardes dans ton alimentation, tu vas avoir beaucoup plus de bénéfices à optimiser, à enlever, à modifier, à réduire que de couper des fruits, d'arrêter de manger des fruits. Okay? C'est comme tout. Si tu manges 5 bananes par jour, ça se peut que tu sois plus haute dans tes calories, puis oui, peut-être plus haute dans tes sucres. Mais ça, c'est pour tous les aliments, même les superfoods, même les aliments qui sont excellents pour la santé. Donc, juste de faire attention à ça. C'est bon? Ensuite, un autre, un peu dans le même ordre d'idée, après ça, je vais en faire un dernier au niveau de l'entraînement. Manger le soir, ça fait engraisser. Hein? Souvent, on entend parler de ça. Moi, là, à partir de 6h ou 6h30 après mon souper, je mange pas le soir parce que manger le soir égale, je vais prendre du poids, prendre du gras. Encore une fois, puis je me répète, la seule façon de prendre du gras, de prendre du poids, d'avoir du stockage, d'avoir des tissus adipeux qui se promènent pas, qui restent là, qui sont stockés, qui fait les petits bourrelets, les poignées d'amour, etc., c'est de devenir dans un surplus calorique, donc de manger plus de calories que de ce que tu dépenses. Fait que littéralement, on s'en fout. Il n'y a aucune étude qui est capable de prouver à 100% que de manger, d'arrêter de manger à 6h ou 7h puis pas manger le soir va amener plus de bénéfices que de prendre une collation en soirée, par exemple. Encore une fois, c'est ce que tu fais dans ton 24 heures au complet, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qui va dicter à quoi tu ressembles puis comment tu te sens. Fait que tu pourrais manger tes 1200, 1500, ça c'est trop bas en passant, là. Tu pourrais manger je dis 1200 parce que souvent quand on se met à la diète, les gens sont comme, tiens, voici ton petit plan alimentaire, tu vas manger 1200 calories, tu sais. Puis là, bref, ça c'est un autre sujet. Mais
C'est ça. Donc, tu pourrais manger tes calories dans ta journée. Mettons on va y aller avec 2000. Mettons que tu as 2000 calories à manger dans ta journée. Tu pourrais les manger entre 8 heures le matin puis midi, puis juste rien manger le reste de la journée. Tu pourrais les manger entre 6 heures le matin puis 10 heures le soir. Fait que tu mangerais, mettons, 6 fois dans ta journée des plus petites portions. Tu pourrais pas déjeuner puis de manger de midi le matin à, encore une fois, 10 heures le soir, ou midi à 6 heures, puis avoir une fenêtre très, très rapprochée dans laquelle tu manges toutes tes calories. Ça ne change rien sur ta prise de poids ou ta perte de poids. Est-ce qu'il y a d'autres répercussions sur ta santé? Peut-être, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être mal réagir à manger le soir avant d'aller se coucher. Et vice-versa, il y a peut-être des gens qui vont mal réagir à avoir juste une petite fenêtre puis ils peuvent juste manger ou ils mangent juste, mettons, entre midi puis 6 heures. Mais encore une fois, il n'y a pas une recette miracle qui fonctionne pour tout le monde. Il n'y a pas une seule façon de manger. Il n'y a pas une seule horaire qui fit pour tout le monde. Il y a des gens qui mangent 6 fois par jour, il y a des gens qui mangent 2 fois par jour, puis sont en excellente santé, ça fonctionne pour eux. Ils ont toutes leurs calories, ils ont toutes leurs vitamines, ils ont tous leurs minéraux. Donc, de se dire, moi, je mange pas après le souper parce que ça fait engraisser puis je veux pas prendre du poids. Encore une fois, quand on revient à notre formule de base, au concept de base, que c'est vraiment ce que tu fais dans ton 24 heures qui va faire une différence, c'est ça qu'il faut que tu écoutes, puis ça sur quoi tu dois baser la fréquence de tes repas. Où est-ce que ça vient, ce mythe-là? En fait, qu'est-ce qu'on fait souvent en soirée? Qu'est-ce qu'on mange en soirée? C'est rare que le soir, on va faire comme « Ah, mais ça, j'ai une petite fringale, je vais écouter un bon film, là, je vais me faire une omelette. Hein? Je vais manger des œufs avec des asperges puis des épinards. » C'est très rare. Qu'est-ce qu'on fait en soirée? Bien, on est assis devant la télé, on gosse sur notre ordi, on ouvre un sac de chips, on mange pas en pleine conscience qu'on mange sans vraiment regarder qu'est-ce qu'on fait, on n'est pas vraiment concentré, oups, le sac est fini, on va aller prendre une marche, aller prendre une crème glacée peut-être, on va grignoter le reste de gâteau qui traîne de la fin de semaine. Fait que c'est un petit peu de là que ça vient le mythe. J'arrête de manger ce soir. Peut-être parce que tu devrais arrêter parce que ce que tu manges le soir, mais c'est pas des aliments très, très optimaux pour ta santé, premièrement. Et deuxièmement, il faut que tu te questionnes si tu as l'habitude de manger le soir. Est-ce que c'est parce que tu as faim ou est-ce que c'est par habitude, par gourmandise, par attachement émotionnel à la nourriture? Si tu as faim, regarde ce que tu fais dans ta journée. Tu as peut-être un manque à quelque part qui fait que tu ne manges pas assez. Puis quand tu arrives le soir, ben, tu as un petit regard puis tu as physiquement faim. Comme quand on a faim avant un repas normal. Ben là, prends-en une collation. Même si tu en vas te coucher dans une demi-heure, là, prends-en une collation. Vas-y avec des protéines, vas-y avec des légumes à la limite. Tu peux même manger des glucides le soir, on s'en fout. Là. Comme c'est vraiment, encore une fois, ce que tu fais dans ta journée qui va faire une différence. C'est pas nécessairement quand précisément tu manges tes aliments. Si t'as pas faim, puis que tu dis « Ah, il me semble que je mangerais un petit quelque chose », questionne-toi. OK, si je mange, mettons, un œuf avec un bol de fruits ou des crudités en ce moment, est-ce que ça va me rassasier? Est-ce que je vais être correct après, j'aurai moins faim? Si la réponse est oui, ça va être correct, ben t'as vraiment faim physiquement. C'est vraiment un manque de calories, un manque de nutriments, un manque de vitamines, minéraux que t'as besoin. Mais si c'est plus l'habitude parce que t'es habitué d'ouvrir ton sac de chips en écoutant la télé, ou que, je sais pas, moi, tu fais un feu dehors, puis tu veux faire des s'mores, ou que, justement, t'as acheté un bon gâteau à l'épicerie, puis là, il te fatigue, là, il est dans l'armoire, puis tu vas en manger. Ça, c'est pas de la faim physique. C'est une faim qui est plus, comme je disais, émotive, qui est attachée à une habitude. Et c'est ça qui fait que tu vas booster tes calories dans ta journée, et peut-être que, oui, tu vas prendre du poids, pas seulement à cause de ton snack du soir, mais en grande partie à cause de ça. Parce que si t'as pas faim physiquement, qu'il te manque quelque chose, le corps, il est smart, hein? Il va te le dire. Quand t'as faim, il gargouille. Quand t'as plus faim, il s'en plaint. Ce qui arrive, c'est qu'on mange trop vite souvent, puis on réfléchit pas à nos signes physiques. Fait qu'on s'en rend même pas compte. Fait que c'est pour ça que des fois, on mange beaucoup trop que ce qu'on est supposé. Ben, le soir, c'est la même chose. Questionne-toi, est-ce que j'ai physiquement faim? Si oui, ben go, mange un petit quelque chose, puis tu vas rester dans tes calories. Tu prendras pas de poids, tu perdras pas de poids, ou tu sais, peu importe. Mais si c'est de la faim émotive, la faim, comme je te dis, qui est liée à une habitude ou quoi que ce soit, ça veut dire que physiquement, tu n'as pas vraiment faim. C'est une petite fringale un peu mentale. Comme je disais, c'est un petit plaisir, un petit treat qu'on se fait des fois les soirs. Donc, ça veut dire que tu as déjà mangé toutes les calories que tu avais besoin durant ta journée.
Mais là, parce que tu vas avoir une fenêtre que tu vas manger ta petite fringale le soir, ça va venir booster tes calories. Et comme je dis depuis le début du live, si tu manges plus de calories que tu en dépenses, c'est ça qui fait que tu prends du poids. Donc, c'est encore une fois, ce n'est pas de dire « je mange plus le soir parce que ça fait engraisser ». Non, c'est pas ça qui fait engraisser. C'est vraiment le pourquoi tu manges le soir et le qu'est-ce que tu manges le soir. Ça va? Et le dernier mythe que je vais vous parler ce soir, là j'ai parlé beaucoup de nutrition, tout ça. Je vais en faire un dernier au niveau de l'entraînement. Ce que j'entends souvent, puis en plus vous allez comprendre pourquoi moi ça vient me donner des frissons quand j'entends ça, c'est que moi je fais pas de squat parce que j'ai mal aux genoux. Ou X autres douleur à quelque part égale je ne fais pas tel exercice. Exemple, j'ai mal au dos, donc je fais attention, là, je fais pas de soulevé de terre. Le plus souvent que j'entends, c'est ça, par exemple. Je fais pas de squat parce que j'ai mal aux genoux. Ou je descends pas jusqu'en bas dans mon squat, j'arrête à moitié, ou je fais juste des demi-squats parce que j'ai mal aux genoux. OK? Premièrement, il faut savoir pourquoi tu as mal aux genoux. Je suis très d'accord que si tu fais de l'arthrose sévère, non, je te ferai pas faire un squat jusqu'à terre. Par contre, souvent, ça, c'est une excuse un peu qui fait en sorte que on veut pas faire le squat au complet ou qu'on veut juste pas s'entraîner ou qu'on veut pas faire un exercice qui est assez exigeant, qui est assez demandant dans nos entraînements. Un squat, pour ceux qui savent pas c'est quoi, mon exercice préféré que j'adore. Tu peux en faire un debout, tout simplement. Il y a plein de variations. Tu pars debout, les pieds largeur des hanches, tu descends comme si tu allais t'asseoir sur la toilette ou comme si tu allais t'asseoir sur une chaise. Tu descends le plus bas possible en gardant tes talons au sol, le dos droit, un peu comme les enfants quand on les voit jouer là, en petit bonhomme, et tu remontes en position droite. Donc, c'est une flexion, une triple flexion. Tu plies les hanches, tu sors le dos, tu gardes le dos droit, tu sors les fesses, plie les genoux, plie les hanches et tu remontes. Fait qu'un squat, c'est tout simplement, on s'assoit, on s'accroupit et on remonte. OK? Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je vais pas faire de squat parce que j'ai mal aux genoux. Ou je vais arrêter à la moitié, je n'irai pas jusqu'en bas parce que j'ai mal aux genoux. Il faut savoir que biomécaniquement parlant, la pression sur le genou au niveau de l'articulation est encore plus élevée quand tu arrêtes ton squat à la moitié ou même un petit peu plus haut en angle que quand tu descends tes fesses complètement en bas. Donc, de dire que la pression sur le genou est plus haute ou que ça fait plus mal quand je descends en bas, c'est faux parce que anatomiquement, biomécaniquement parlant, en fait, la pression, le bras de levier, la façon dont la structure est placée, ça te fait moins mal aux genoux de descendre plus bas. Encore une fois, là, prenez-moi pas mot à mot, là. Chaque personne est différente. Encore une fois, si tu fais de l'arthrose sévère dans tes genoux, je te dirais pas de descendre nécessairement super bas exactement. Mais bref, le mythe de dire je squatte pas parce que j'ai mal aux genoux, c'est assez faux. Il faut savoir, premièrement, pourquoi tu as mal aux genoux. Deuxièmement, comment tu fais ton squat. Sûrement que ta technique est peut-être pas optimale, puis c'est pour ça que tu le sens dans tes genoux. Troisièmement, peut-être que c'est peut-être un petit peu mental, c'est peut-être une petite peur que tu as de squatter, de descendre et tout ça. Et quatrièmement, il faut comprendre qu'au contraire, le squat va vraiment t'aider à renforcer tes muscles qui sont tout autour du genou et à le protéger aussi pour pas que ta douleur revienne et aussi pour prévenir les douleurs futures si jamais en ce moment tu as pas mal. Si tu t'entraînes dans un gym aussi, évidemment, plus tu descends ton squat bas, moins lourd t'as sur le dos parce que c'est un peu plus difficile, évidemment, que de faire juste un demi-squat. Fait que si t'as mal au dos aussi en squattant, puis tu te mets une grosse charge sur tes épaules parce que tu fais juste des demi-mouvements, enlève du poids sur tes épaules, enlève la compression sur ton dos, enlève du poids sur tes genoux aussi, puis fais ton mouvement au complet. Okay? Des fois, je vois des gens, ils rajoutent du poids, puis ils font la moitié d'un mouvement, là, tu sais. Donc, c'est important de travailler la technique. Encore une fois, il y a tellement de variations de squat possibles que si tu as mal aux genoux, peut-être qu'il faut juste que tu ouvres tes orteils un petit peu. Peut-être qu'il faut tailler en sumo, donc il faut que tu ouvres tes pieds plus larges que tes hanches. Aller chercher les adducteurs à l'intérieur des cuisses qui vont venir protéger l'intérieur de ton genou aussi. Peut-être que tu vas pas chercher la contraction de tes fessiers comme il faut. Peut-être que tu vas pas chercher la contraction de tes ischio-jambiers, donc le derrière de tes cuisses comme il faut pendant ton squat. Fait qu'au lieu d'associer squat égale mal de genou, regardez la technique, regardez la raison, faites appel à un kinésiologue. Moi, j'adore le squat, comme faites-moi signe si vous avez besoin d'aide, si je regarde votre technique, ça va me faire plus que plaisir. Mais au contraire, le squat, c'est excellent pour les douleurs de genoux, à condition de le faire de la bonne façon, de façon progressive et de ne pas avoir vraiment une douleur ou une condition physique super précise que là, les squats ne seraient pas recommandés. Mais comme je vous dis, le mythe ou la pensée que j'entends souvent, c'est souvent on va blâmer les squats rapidement pour les douleurs de genoux. Et au contraire, on devrait en faire. Parce que s'il y a
exercices king pour faire pour renforcer au niveau des quadriceps, au niveau des ischios, donc c'est les muscles devant, derrière la cuisse qui viennent protéger le genou, même les mollets qui viennent s'attacher de la jambe en arrière, même les fessiers, comme je vous disais, qui viennent prendre le relais sur les muscles des jambes aussi. Kettle squat, ben c'est bien le squat là, qui va vous aider à protéger vos articulations en genoux, chevilles. Donc voilà, donc de dire que les squats font mal aux genoux ou que je squatte pas parce que j'ai mal aux genoux, il faut ouvrir un peu plus ses horizons et pas trop le pointer du doigt. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai une liste de plein d'autres éléments, plein d'autres mythes que j'entends, plein d'autres fausses croyances que je vois passer sur les internets par souvent des articles que les gens vont partager sans vraiment trop savoir ça vient de où. Tu sais, faites attention quand vous lisez des articles. Puis souvent, là, c'est les titres, en fait, de l'article qui donnent vraiment une mauvaise impression ou une mauvaise conclusion. Puis on prend pas le temps de lire, on prend pas le temps de regarder c'est qui a écrit l'article. Si c'est une étude scientifique, c'est qui a financé l'étude scientifique, d'où ça vient ces choses-là. Puis c'est tellement facile de tomber dans les mythes, puis tomber dans les croyances qui font tellement aucun sens des fois, là. Je vais donner un exemple. Rich m'avait envoyé un article un moment donné, puis le headline, le titre, c'était comme « La banane donne le cancer » ou quelque chose aussi stupide que ça, OK? Puis là, tu lis l'article, puis ce qu'il voulait dire dans l'article, c'est que quelqu'un qui suit une diète kétogénique, je vous parlais au début de mon live, donc ce qui veut dire que tu réduis beaucoup tes glucides, pourrait aider les gens ayant des cellules cancéreuses à soit stopper, bon, comment je pourrais dire ça? Je sais pas s'ils grossissent ou ils se multiplient, là, mais bref, à stopper l'évolution du cancer, puis à aider à, bon, optimiser leur santé, puis même à réduire les effets et tout ça, si tu suivais une diète kétogénique. Ce qui est vrai, hein, la diète kétogénique a théoriquement et scientifiquement a montré ce genre de bénéfices-là, que ça peut amener des excellents effets sur la santé. Donc, il avait pris un groupe d'études, des gens qui avaient le cancer, ils les avaient mis sur une diète cétogène, kétogénique, et il avait vu des résultats positifs. Mais là, parce que la banane contient comme 15 grammes de sucre, puis que quand tu suis une diète kétogénique, t'es pas supposé manger des fruits qui contiennent beaucoup de sucre, donc tu serais pas supposé manger des bananes, mais là, ça fait que si tu manges la banane, mais ça va contrer l'effet que t'es supposé faire avec la diète kétogénique. Donc, voilà, headline, la banane donne le cancer. Ça fait aucun sens. La banane ne sera jamais le problème. Vous comprenez? Donc, pis ça, là, les gens, ils commentent, ils like. Oh mon Dieu, ça stack. T'as-tu vu ça? Aïe, aïe, la banane, ça donne le cancer. C'est vraiment... Le mot, c'est pas ridicule parce que les gens ne le savent pas. Puis comme je vous dis, mon but, c'est d'essayer de vous ouvrir les yeux puis de vous éduquer. Puis c'est pas de la faute de personne. Puis si vous avez déjà cru ce genre de choses-là, vous avez peut-être déjà lu un genre d'article qui a bien y réfléchir, finalement, c'est sans queue ni tête, là. C'est vraiment pas de votre faute parce qu'il y a tellement d'informations maintenant. Puis c'est tellement n'importe qui dit n'importe quoi. Mais parce qu'il y a un bon marketing puis un bon message puis ils inventent des super mots hot, ben ça pogne, tu sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on entend, à ce qu'on partage, surtout sur Facebook, surtout sur les réseaux sociaux. Regardez toujours le fond de l'article, pas juste le headline. Regardez c'est qui a écrit ça, la personne, est-ce qu'elle est certifiée, est-ce qu'elle a de l'expérience, est-ce que si elle a fait l'article en tant que tel, elle a collaboré avec des vrais scientifiques, des rechercheurs, qui a financé l'article aussi. Tu sais, c'est sûr que au Canada, un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Parce que bon, tu sais, on a quoi? On a des vaches qui produisent du lait. Fait que c'est sûr qu'ils vont dire que le lait, c'est bon pour la santé. Fait qu'il faut faire attention à ça. Faut vraiment faire attention à ça. OK? Donc, si vous n'êtes pas certain, si vous avez un mythe ou quelque chose que peut-être vous croyez depuis longtemps, écrivez-moi, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir de vous donner, oui, mon opinion, mais aussi des faits et de l'éducation que c'est pas moi qui invente. C'est des choses que j'ai appris, que je vois, que je lis, que l'expérience m'a appris aussi. Et comme vous voyez, aujourd'hui, j'ai passé après avec chaque mythe. Je vous ai dit pourquoi c'était faux, mais je vous ai aussi expliqué de où ça venait, pourquoi les gens ont cette croyance-là. Comme ça vous permet après de vous questionner puis de faire votre propre opinion. Il faut arrêter de juste prendre un headline puis « Oh mon Dieu, le citron guérit le cancer. » C'est lui. Ou « Oh mon Dieu, les bananes, ça donne le cancer. » Ou les fruits, ça fait engraisser. Il faut arrêter de juste lire quelque chose qui est choquant et de le prendre pour acquis et de ne pas le questionner. Moi, là, ça fait pas longtemps, mais ça fait quand même quelques années que je suis dans le domaine. 11 ans, déjà. Et
I still know nothing. Je connais rien encore. Tout ce que je connais, je le remets en question, je le reteste, je le réessaie, je le relis, j'en discute. Il y a des choses que je sais même pas que je sais pas. T'sais? Donc, faites attention à ceux qui disent « je sais tout »,« X égale Y » dans toutes les situations. Voici la pilule miracle, voici la diète miracle. S'il y avait une pilule miracle, une diète miracle, un entraînement miracle, je vous promets que tout le monde le saurait, puis tout le monde le ferait. Notre planète serait vraiment en meilleure shape, en meilleure santé, puis pas mal plus heureuse aussi. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas de secret remedy. C'est pas la diète à la soupe. C'est pas d'arrêter de manger des bananes. C'est pas d'arrêter de manger à 6 heures. Il n'y a pas une seule façon miracle qui va vous donner une santé de feu, un corps en shape, un cœur en shape, un corps en santé. Tu sais, ça n'existe pas, en fait. Donc, bref, je m'écarte un peu du sujet en restant dans le sujet. Mais merci. Si vous m'avez écouté, une petite partie au complet, laissez-moi un petit thumbs up, laissez-moi un petit commentaire. Si vous pensez que ça peut aider votre entourage, partagez mon vidéo, taguez vos amis. Le plus de gens qui commentent, qui like, qui partagent, ça fait que le plus de gens voient la vidéo. Et le plus de gens vont être sensibilisés à toutes les informations de fous, des fois qui sont vraiment crazy, qu'on voit sur Internet et les réseaux sociaux. Donc voilà. Je vous prépare la partie 2 pour la semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions, des mythes que vous n'êtes pas sûr, des croyances que peut-être vous croyez depuis longtemps, mais que vous voulez savoir ce que j'en pense. Encore une fois, c'est ce que j'en pense, mais c'est aussi ce que je connais, ce que je sais, ce qui est vraiment littéralement prouvé là, par les études, par la science. Ça me fait plaisir de vous les partager. Je connais pas tout, mais je peux au moins vous aider à développer votre pensée critique par rapport à ces données-là, à ces questions-là, à ces croyances au niveau de l'entraînement, de la nutrition et de la santé en général. Donc voilà, merci d'avoir été là. Je laisse mon live sur ma page comme d'habitude, puis on se reparle la semaine prochaine. Bonne soirée, salut!